Bonjour, bonsoir, selon l'heure où vous écouterez cette émission. C'est la semaine en vrac. C'est un petit peu un condensé en mode web télé de ce qui s'est passé ou de ce qu'on a diffusé cette semaine en mode web magazine sur Studio 52 Télévision. Et il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles qui sont rentrées cette semaine. Il y avait des gens absents. Je ne sais pas s'il y a moins de nouvelles, beaucoup de nouvelles. On va essayer d'en avoir un petit peu plus au cours de la semaine prochaine. Entre-temps, on va vous parler de l'installation de sièges de façon sécuritaire pour les enfants dans les autos, une collaboration de la police de Sainte-Marie. On va vous parler aussi du reboisement d'un bassin de rétention à Saint-Georges. On va vous parler aussi d'une plaque commémorative aux représentantes des fermières afin de souligner le 100e anniversaire. On a la Fondation du Cœur Beau-Sept-Chemin qu'on a eu la chance de voir en direct parce qu'on était là à la conférence de presse et on vous en fait un assez large résumé, je pense, qui dure une quinzaine de minutes si c'est pas plus. On a aussi les fêtes d'hiver à Sainte-Marie pour la période du 16 au 23. On a une assemblée de paroissiens ici à Saint-Jude qui a apporté certaines informations qu'on ne connaissait pas et qui pourraient être intéressantes pour une douzaine de paroisses aux environs. Et bien sûr, on a en actualité culturelle, Johan Garneau à Saint-Georges. Et c'est le vendredi 28 août. Hey, manquez pas ça, Johan. Et on a un extrait un petit peu de sa chanson. Vous allez voir ça. On vous laisse là-dessus, on revient dans quelques minutes après ce commanditaire. Scan Bonnet, lavage haute pression. Industriel, commercial, résidentiel. Les étables, les écuries, bâtiments agricoles, porcheries. Le décapage de vos patios en bois, le nettoyage de vos murs en vinyle et en aluminium, le nettoyage de vos pavages et entrées en ciment, le nettoyage de vos auvents. Scan Bonnet s'occupe aussi de vos véhicules récréatifs tels les motorisés et les roulottes. Scan Bonnet, la solution en lavage haute pression. Pour information, 819-583-7183 ou 418-957-3265. www.scanbonnet.com. Scanbonnet, la solution. Aux fêtes d'hiver pour la semaine qui vient de passer, à partir de vendredi passé en fait, les événements criminels. Vendredi, le 17 avril, une personne de 14 ans de Saint-Isidore fut interceptée par le personnel de la polyvalente Benoît Vachon en possession d'une faible quantité de cannabis. Le dossier sera soumis au procureur de la jeunesse. Mercredi, le 22 avril, entre 13h et 17h, une introduction par effraction fut commise sur la rue Voyer. Lors de ce délit, une tablette Samsung, une caméra HP, des bijoux, une carabine à plomb et de la bière ont été volés. Le vol est estimé à 1 500 $ environ. Au niveau de la sécurité routière, la route Saint-Elzéar serait-elle devenue un nouveau territoire de chasse aux chevreuils? C'est à se le demander. En effet, vendredi, le 17 avril, à 10h20, un accident matériel impliquant un chevreuil est survenu sur la route Saint-Elzéar. Les dommages sont évalués à plus de 2000 $. Et par ailleurs, le dimanche 19 avril, à 20h20, un autre accident matériel impliquant un chevreuil est survenu sur la route Saint-Elzéar. Les dommages, cette fois-ci, sont évalués à moins de 2000 $. Lundi, le 20 avril, vers 16h, un accident matériel impliquant 2 véhicules est survenu sur le boulevard Vachon-Nord. Les dommages sont estimés à plus de 2000 $. Jeudi, le 23 avril, à 11h14, une collision entre 3 véhicules a fait un blessé mineur sur le boulevard Vachon-Nord. Lors de cette collision, une dame de 25 ans de Sainte-Marie a subi de très légères blessures. Les dommages sont estimés à moins de 2000 $. À 12h04, un accident matériel impliquant 2 véhicules s'est produit sur le boulevard Vachon-Nord encore. Les dommages sont estimés à plus de 2000 $. Un accident matériel avec délit de fuite fut commis sur la route Cameron à l'intersection du boulevard Vachon-Nord. Lors de cette collision, un conducteur au volant d'une Jeep rouge Bourgogne a heurté un autre véhicule et a quitté les lieux sans jamais s'immobiliser. Les dommages sur le véhicule suspect seraient du côté droit. Les dommages sur le véhicule du plaignant sont estimés à plus de 2000 $.
C'est tout pour les événements criminels et les événements sécurité routière pour la ville de Sainte-Marie pour la période du 17 au 23 avril. Aux actualités régionales, le jeudi 16 avril avait lieu à la pharmacie Jean Coutu de Sainte-Marie une activité promotionnelle pour les parents-enfants. Pour ce faire, le service de police était sur place pour procéder à la vérification des sièges d'auto pour enfants. Les parents se présentaient sur place et l'agente Catherine Giroux procédait à la vérification. De bons conseils étaient donnés aux parents ainsi qu'un dépliant leur était remis pour leur rappeler l'importance de bien et surtout correctement attacher le siège de leur enfant. 59 sièges ont été vérifiés entre 9h et midi. Il est important de rappeler qu'au Québec, seulement 50% des sièges d'auto pour enfants sont utilisés correctement. Pour qu'un siège soit utilisé correctement, il faut qu'il corresponde au poids et à la taille de l'enfant, qu'il soit bien fixé à la banquette et que l'enfant y soit attaché, bien sûr. Prenez le temps de bien installer vos sièges, c'est primordial. Ville de Saint-Georges reboise et sensibilise les jeunes à l'environnement. Ville de Saint-Georges procédera au reboisement d'un bassin de rétention situé près de la 23e rue à l'est de la 10e avenue. On a vérifié, peut-être pas le bon endroit, au début du mois de juin prochain. L'aménagement de ce bassin devient une opportunité pour réaliser une activité éducative en collaboration avec l'École des Deux-Rives. Lors de cette activité, les 3 groupes en adaptation scolaire de l'école seront sensibilisés à l'importance des arbres dans un milieu de vie. De plus, les adolescents mettront la main à la pâte et seront invités à participer à la plantation. Cette expérience a pour but de permettre à ces jeunes d'acquérir des connaissances et des compétences, mais par-dessus tout, c'est de les inciter à répéter le geste. De son côté, la directrice de l'École des Deux-Rives, Mme Caroline Veilleux, remercie les responsables de ce projet d'avoir pensé à en faire profiter les élèves de son école. Je suis certaine que nos élèves en adaptation scolaire, qui sont souvent portés sur l'action davantage que sur la théorie, s'impliqueront avec enthousiasme dans ce geste concret pour l'environnement. C'est sans doute la meilleure façon de les sensibiliser à la protection de notre planète, dit-elle. Les bassins de rétention font partie de la nouvelle réalité des nouveaux développements résidentiels. Pour aménager un bassin, il est nécessaire de déboiser une grande superficie de terrain. C'est pourquoi Ville de Saint-Georges juge important de reboiser le secteur limitrophe le plus rapidement possible. Lorsque les travaux de réaménagement de ce bassin seront complétés, c'est plus d'une centaine d'arbres de diverses essences qui pousseront près de celui-ci. Ces arbres embelliront le secteur, mais joueront surtout le rôle de poumon urbain. Ville de Saint-Georges tient à saluer la collaboration de la direction et des élèves de l'École des Deux-Rives. C'est lors d'une conférence de presse présentée au Centre culturel Marie-Fitzbach que les autorités municipales georgiennes ont dévoilé la plaque commémorative réalisée pour souligner le 100e anniversaire de la fondation du Cercle des fermières du Québec. Rares sont les associations québécoises qui ont perduré pendant un centenaire. Les fermières du Québec l'ont fait. Elles ont travaillé à l'amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille, ainsi que la transmission du patrimoine culturel et artisanal, et ce, de génération en génération depuis 1915. Pour saluer l'apport des cercles de fermières au Québec et plus près de chez nous des cercles de Saint-Georges, de l'Assomption et de Saint-Jean-de-la-Lande, une plaque commémorative reproduisant leur histoire sera installée au centre-ville de Saint-Georges, plus précisément dans le parc Veilleux. Ville de Saint-Georges s'inscrit de plus en plus dans la route du tricot graffiti. Circuit provincial de plus de 400 municipalités en exposant les tricots des fermières entre le 20 et le 30 avril prochain. L'œuvre artisanale pourra être vue au parc Veilleux. Dans les environs, près d'une trentaine de tricots graffitis seront présentés publiquement dans autant de municipalités. En gravant leur nom dans une plaque, Ville de Saint-Georges dit sa reconnaissance et ses remerciements à toutes ces femmes fermières et communique aux jeunes générations l'importance de s'impliquer à leur suite pour continuer la transmission des savoirs culturels.
Action bénévole soulignée à Beauceville. Dans le cadre de la semaine de l'action bénévole, la ville de Beauceville a tenu vendredi dernier un 5 à 7 de reconnaissance s'adressant à tous les bénévoles de sa communauté. L'événement qui avait lieu au Centre des loisirs a réuni près de 180 personnes âgées de 14 à 90 ans, provenant de 23 organismes communautaires différents. L'objectif de ce 5 à 7 était essentiellement de remercier ces personnes qui s'impliquent bénévolement à différents niveaux et qui ont ensemble un impact collectif exceptionnel. En effet, la ville de Beauceville est fière de pouvoir compter sur des gens dynamiques, dévoués et généreux pour le développement et le dynamisme de sa communauté. Souligné à travers le Québec, la semaine de l'action bénévole, portée entre autres par la Fédération des centres d'action bénévole du Québec, est l'occasion de démontrer de la reconnaissance envers les bénévoles, en célébrant leur précieuse contribution à la société, au milieu de travail, aux collectivités et au sein des familles. Fait à noter que la semaine de l'action bénévole se tenait du 12 au 18 avril sous le thème « Le bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif ». Les paroissiens de la municipalité de Saint-Jules ont assisté à une rencontre importante d'information le 22 avril à la salle multifonctionnelle au sujet de la vente d'une partie de terrain de la fabrique à la municipalité. J'habite à 200 mètres de là, puis je suis très curieux. Alors, j'ai assisté à l'assemblée qui était présidée par Mme Lucie Morin, présidente de la fabrique, M. Maurice Cloutier, et Mme la mairesse Ghislaine Doyon à titre de secrétaire de la soirée. Peu de citoyens, environ une vingtaine, ont assisté à cette soirée qui aurait pu être anodine, puisqu'il ne s'agissait en fait que de la vente d'une partie du terrain situé derrière l'église, qui se rend jusqu'à un boisé et qui englobe la patinoire ainsi que la bâtisse du comité des loisirs. Chose simple, pas tant que ça, puisque quelques citoyens y sont allés de leurs suggestions respectives. L'un proposant que l'on vende le dit terrain au prix du marché, soit, selon lui, environ 25 000 $ alors que la fabrique et la municipalité s'étaient entendues pour une somme avoisinant les 2 000 250. Un autre voulant englober la vente de l'église dans la transaction afin de répartir les coûts de l'entretien de l'église entre tous les citoyens et ainsi, à toute fin pratique, abolir la CVA, contribution volontaire annuelle. Et c'est cette proposition qui a amené le plus de discussions, puisque M. Cloutier a interrogé l'abbé Victor Bernier, curé, sur différents points concernant le point de vue légal et les modalités d'une éventuelle vente selon le diocèse de Québec. De fil en aiguille, cette discussion en est arrivée à la fusion éventuelle des 12 fabriques constituant la région pastorale Chaudière-Centre. Là où la soirée est devenue intéressante pour moi, c'est quand l'abbé Victor Bernier, curé des 12 paroisses de la région pastorale Chaudière, Beauce-Centre, qui est composée des municipalités de Beauceville, Frampton, Saint-Alfred, Saint-Frédéric, Saint-Joseph-de-Beauce, Saint-Jules, Saint-Odino-de-Crambourne, Saint-Séverin, Saint-Victor, Saint-Ange, Trig-Jonction et Vallée-Jonction, a expliqué avec détail les conséquences de la vente des églises et surtout l'obligation de fusionner toutes les fabriques d'ici 2020, une demande formelle du diocèse de Québec. La vente des églises aux municipalités. Il faut savoir que si une église est vendue à une municipalité, la loi oblige cette dernière à ne pas faire de discrimination religieuse. C'est-à-dire que s'il y a n'importe quelle religion qui se présentait pour faire un culte, il sera obligé de dire oui. Alors, c'est-à-dire qu'ils ne pourraient pas empêcher toute confession religieuse de l'utiliser pour leur culte. La seule façon de contourner cette loi-là, selon les avocats du diocèse, est de vendre la bâtisse, mais que la fabrique conserve la nef, ce qui empêcherait le rassemblement de toute autre confession religieuse. Une espèce de copropriété sans division apparente, puisque c'est dans le centre d'église. De cette façon, la municipalité deviendrait propriétaire et s'occuperait de l'entretien de la bâtisse et la nef servirait exclusivement au rassemblement des catholiques de la paroisse. Pour ce qui a trait à la fusion des fabriques,
Le diocèse de Québec exige la fusion des 12 fabriques constituantes de la région pastorale que j'ai énumérées tantôt. Cette fusion a apporté beaucoup de questionnements, en particulier de la part de M. Maurice Cloutier, qui s'inquiétait du partage des dépenses, mais surtout sur la sauvegarde des actifs de caisse de chacune des fabriques actuelles. Autrement dit, comme il l'a expliqué, si on a 70 000 nous, et qu'une autre paroisse ou une autre fabrique en a 20 000, et une autre en a 200 000, et une autre en a presque pas, est-ce qu'on va être responsable des dépenses encourues par les autres anciennes fabriques? Exemple, est-ce qu'on va être obligé de payer pour l'église du village voisin? Et M. l'abbé Victor Bernier a répondu, la structure financière de la nouvelle entité garantirait les avoirs de chacune des fabriques actuelles par la gestion indépendante des actifs de chacune, un peu comme si chaque paroisse devenait un département distinct. Autrement dit, tout l'argent serait mis dans le même compte de banque, mais au niveau de la comptabilité, il y aura différents départements qui seraient au nom de chaque paroisse. Ça n'a pas semblé rassurer M. Cloutier qui a posé la question suivante. Qu'adviendra-t-il si une paroisse a des difficultés financières? Bien, la question suivante pourrait être posée à savoir si l'Église peut être sauvée par les paroissiens de la municipalité. Est-ce que l'Église pourrait être vendue? Est-ce que la municipalité peut aider à l'entretien du bâtiment? Mais en aucun cas, selon lui, les autres paroisses seraient obligées de payer les dettes ou les réparations effectuées à une église qui est hors de leur municipalité. Et pour terminer, pour ce qui est du prix de la vente du terrain, j'ai proposé que la paroisse soit coupée en deux, à mi-chemin entre 25 000 et 2 200. Et le curé de la paroisse a donc suggéré le prix de l'évaluation municipale au prorata de la superficie du terrain, ce qui devrait être accepté par les deux parties. Une nouvelle occasion de donner à la Fondation du Cœur Beau-Sept-Chemins. La Fondation du Cœur Beau-Sept-Chemins annonçait cette semaine le lancement de sa première campagne annuelle de financement grand public, dont l'objectif pour la première année est fixé à 70 000 $. Votre don à la Fondation du Cœur Beau-Sept-Chemins assure le soutien des programmes et des activités de prévention, de réadaptation et de maintien du pavillon du Cœur et des points de service de Beauceville et de Lac-Etchemin. Ces services offerts par des professionnels de la santé permettent aux personnes souffrant de maladies chroniques ou à risque d'en développer d'améliorer leur bien-être et leur état de santé par la pratique d'activités physiques. Je laisse le soin à Madame André Giroux de faire elle-même la présentation de la campagne. Bien que la Fondation et le Pavillon soient deux organismes distincts, depuis 2013, je prends tout le temps la peine, à chaque fois qu'on a une conférence de presse, de bien vous expliquer la différence entre les deux. En fait, ce sont deux organisations qui ont une vision, la même vision. En fait, ce que la Fondation et le Pavillon veulent, c'est améliorer la qualité de vie, l'état de santé des gens qui souffrent d'une maladie chronique. Donc, chacun s'est donné un mandat différent pour y arriver. Le Pavillon offre des services, des programmes, des activités de prévention, de réadaptation et de maintien aux gens qui souffrent d'une maladie chronique et aux gens aussi qui présentent des facteurs de risque de développer la maladie chronique. Puis la Fondation, elle, amasse des sous pour supporter le développement du Pavillon du Cœur, mais également pour assurer le développement et le renouvellement des équipements au département de cardiologie du C3S de Beauce. Alors aujourd'hui, on est réunis pour vous présenter la nouvelle campagne annuelle de la Fondation du Cœur Beau-Sept-Chemins, dont la porte-parole est Dr Daniel Dion, cardiologue, et dont l'objectif est fixé à 70 000 $. La mise sur pied d'une campagne annuelle fait suite à la campagne majeure de financement qu'on a eue de 2010 à 2014, une campagne majeure qui a permis notamment la réalisation du Pavillon du Cœur, mais aussi de restructurer les programmes et les services et de les développer. Et grâce à ce fonds de développement-là, entre autres, et à la réalisation du pavillon, notre clientèle a plus que quintuplé de session en session. Donc, au moment où on se parle, on est rendu à peu près à 500 clients par session au Pavillon du Cœur Beau-Sept-Chemins. Donc, 500 personnes qui sont soit atteintes d'une maladie chronique ou qui présentent des facteurs de risque de développer cette maladie. Donc, cette campagne majeure avait permis d'amasser 1 million $.
Maintenant, aujourd'hui, fiers de ces réalisations, nous voulons assurer le développement de cette installation, mais également de nos points de service qui sont situés à Beauceville et à la Quai-de-Chemin. Et pour y arriver, nous lançons cette nouvelle campagne annuelle, c'est-à-dire une campagne qui, chaque année, va nous permettre d'atteindre des nouveaux objectifs et de réaliser des nouveaux projets. Je vous dévoile un peu plus tard, plus spécifiquement, qu'est-ce qu'on va soutenir cette année avec cette campagne annuelle. Avant toute chose, je laisse la parole à notre président qui va vous parler de la Fondation et de l'historique de ces campagnes de financement. Vous savez, en 1972, j'avais le privilège que le docteur Richard Saint-Hilaire vienne me rencontrer pour me dire j'ai un patient qui a fait un gros infarctus, c'est pas de ça qu'il va mourir, c'est parce qu'il ne veut plus bouger, il a peur de se lever les bras même pour aller chercher un verre dans une armoire. Et c'est à partir de là qu'on a bâti un programme de réhabilitation dans le temps. Au cours des années, pendant les 7 ans, ça s'est développé. Et en 1979, j'avais comme patient dans le groupe M. Louis-Georges Fortin, qui était directeur de la Caisse, qui était connu socialement dans plein de choses, et qui malheureusement, lors de sa chirurgie à Montréal, en est décédé par la suite. Donc, la famille, on a rejoint la famille, qui nous a permis d'utiliser le nom de Louis-Georges pour faire une fondation. Et c'est à partir de ça qu'était la Fondation Louis-Georges. Et c'est là qu'on a eu les premières levées de fonds. Je me rappelle d'un radioton qui s'est fait où on a acheté la première télémétrie. Donc, les premiers équipements en cardiologie dans le temps. Par la suite, il y a eu une autre campagne qui a été faite. C'est pour acheter des moniteurs d'apnée pour les bébés. Parce qu'on nous disait qu'on avait besoin de ces appareils-là pour sauver la vie des tout jeunes, de la naissance à aller à 1 an, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un appareil qui permettait là, de la surveillance 24 heures sur 24 d'un bébé qui respire et qui soit. Cet appareil-là permettait, je pense, d'avertir des gens pour justement il y a des dangers. Par la suite, on est revenu avec une campagne de financement pour augmenter le service de télémétrie et l'amener à l'urgence, parce que c'était juste à ce moment-là. Après, ça a été l'achat d'échocardio. Par la suite, il y a eu un rehaussement de l'échocardio, parce que quand Daniel Dion est arrivé ici à Saint-Georges, ben Daniel venait de finir en cardio, et elle voulait travailler avec des nouveaux équipements. Et quand elle a rencontré la direction de l'hôpital pour dire, moi, ça me prend ces équipements-là pour travailler, la direction de l'hôpital a tout simplement répondu, pas avant 7 ans, parce que c'est pas sur le budget, puis c'est pas sur le budget de la régie régionale. Elle a dit, moi, dans 7 ans, je cherche un mot je révisite. Et dans ce temps-là, le docteur Saint-Hilaire, qui était sur le conseil d'administration de la Fondation, il fait venir, puis il me dit, Paul, pensez qu'on pourrait regarder ça de près. On a regardé ça, on dit, regarde, on ne peut pas se permettre de ne pas avoir de cardiologue dans la région ici. Et ce qu'on a fait, c'est que oui, la Fondation s'est engagée à acheter l'équipement pour le donner ensuite au centre hospitalier qui, lui, le prend en charge pour l'entretenir, tout ça. C'est ce qui a fait qu'on a des cardiologues à Saint-Georges. Si la Fondation ne serait pas minée là-dedans, n'aurait pas fourni ces argents-là, c'est tout près de 1 million qu'on a mis là, en cours d'années, des années que je vous parle, pour arriver à avoir des équipements, le rehaussement des équipements aussi, parce qu'à un moment donné, ça a une vie d'entre 8 et 10 ans, ces équipements-là. Hein? C'est de la technologie là, de fine pointe. Donc, c'est pour ça que, puis, en cours de route, avec mes idées de fou, j'ai amené mon conseil d'administration à décider de réaliser le pavillon du cœur, parce qu'on savait que c'était un besoin pour la région, et d'avoir le pavillon dans lequel vous êtes ici maintenant et que plein de gens profitent, c'est une réalisation qui est drôlement intéressante pour la Fondation. Et c'est le seul en région. Il n'y en a pas ailleurs. Vous en avez à Québec, vous en avez à Montréal, mais c'est dans une région comme nous ici, d'avoir ce centre-là qui est exactement comme à EPIC ou comme au PPMC,
ben, c'est une valeur magistrale pour la région. Et ce qui permet justement au centre hospitalier de profiter aussi, de pouvoir qu'on traite aussi les gens de maladies chroniques, de différentes maladies chroniques, là, que je vous énumérerai pas parce que ce serait peut-être trop long, mais que vous connaissez déjà parce qu'on en a déjà parlé. Fait que c'est pour ça que c'est important nos levées de fonds. Et il y a un certain montant d'argent aussi dans les levées de fonds qu'on va faire à l'avenir qui vont servir à justement, parce qu'on a arrêté pour quelques années avec la construction du pavillon, de subventionner justement le centre hospitalier au niveau de la cardio. Et on va reprendre ces choses-là. Je sais que Daniel nous a fourni une liste d'équipements qui est possible. Donc, graduellement, au cours des années, on devra répondre à ces attentes-là aussi. C'est pour ça que nos campagnes de levée de fonds. Et je vous dirais que la notoriété de la Fondation auprès de la population qui fréquente nos services et qui évolue avec nous depuis plus de 40 ans ne pourrait pas se passer de ce qui existe ici en cardio. Donc, d'abord, ce qu'on veut, c'est vraiment améliorer les installations et les équipements ici même au pavillon du Cœur des Jardins. Donc, il y a 3 façons d'y arriver. D'abord, on veut ajouter un pédalier manuel dans notre centre d'exercice et de réadaptation. Pour ceux qui connaissent moins ça, c'est un équipement cardiovasculaire avec lequel on travaille avec les bras. Donc, c'est un équipement qui est facilement accessible pour les gens qui sont en fauteuil roulant, mais également pour les gens qui ont des difficultés avec leurs membres inférieurs. Ensuite, pour améliorer le centre ici, on va faire différentes modifications. On va ajouter, exemple, des barres d'appui dans les salles de bain, des mains courantes dans les corridors, un petit seuil à l'entrée. On va abaisser le vestiaire pour les gens qui sont en fauteuil roulant, parce qu'on a de plus en plus de gens à mobilité réduite ici. D'ailleurs, on a 2 paraplégiques, quelques cas de sclérose en plaques. On a l'Association des personnes handicapées qui vient de façon hebdomadaire et aussi l'Association des TCC qui est les troubles cérébraux crâniens. Donc, c'est important de respecter les limitations de cette clientèle. Et ici, on veut aussi acheter des tensiomètres médicaux parce qu'en fait, les gens prennent toujours leur tension artérielle avant la pratique d'une activité physique et après, mais on a des équipements résidentiels, ce qui fait en sorte que nos équipements sont de plus en plus dysfonctionnels parce qu'on a de plus en plus de clients, donc on va s'acheter des équipements plus performants. Dans un deuxième temps, on veut vraiment améliorer nos points de service. On a 2 points de service, un qui est à Beauceville, l'autre à la Quatre-Chemins. Les 2 sont dans les hôpitaux. Et ce sont des points de service dans lesquels on offre notre programme de prévention et de réadaptation. Eux ont bénéficié de nos anciens équipements, mais comme ils sont de plus en plus utilisés aussi dans nos points de service, on veut en acheter des équipements supplémentaires et certains doivent être renouvelés. Donc, on veut vraiment être présent sur tout notre territoire qui est Beauce et de Chemin. Et dans un dernier temps, on veut justement se créer un fonds pour continuer à investir dans le département de cardiologie. Puis, comme Paul le disait tantôt, Daniel est en train de faire l'inventaire de c'est quoi les besoins et ce qui devra être aussi renouvelé à court et à moyen terme. Donc là-dessus, pour atteindre l'objectif qu'on a de 70 000 $, il fallait une porte-parole à la hauteur de notre objectif. Donc, on a trouvé Daniel, qui est une personne qui est très sensibilisée, que tout le monde aime et en qui les donateurs ont confiance. Le docteur Daniel Dion nous explique le cheminement de l'action médicale en cardiologie au C3S de Beauce. Les gens sont au courant, mais depuis l'an dernier, on est rendu 3 cardiologues à Saint-Georges. Alors, le docteur Richard Saint-Hilaire qui est encore là depuis de nombreuses années. Moi qui est ici depuis 1993. Depuis l'an dernier, il y a le docteur Pierre-Anne Gilbert qui s'est joint à notre équipe. Fait que maintenant, en étant 3, je pense qu'on va être capable d'offrir un meilleur service, une moins grande liste d'attente pour pouvoir justement évaluer la population à Saint-Georges et dans toute la région d'ailleurs. Puis je pense que c'est très important le point que tu mentionnais, Marie-André, de bien desservir les régions qui nous entourent parce que faire de l'exercice là, en hiver, quand il fait moins 30 et qu'il y a une tempête de neige, les gens ne se déplaceront pas pour venir à Saint-Georges. La plupart, c'est des personnes âgées, des gens qui ont des troubles de santé. Donc, d'avoir accès à l'activité physique proche de chez eux, je pense que c'est un atout très important. Fait que je pense que c'est important de développer ces points de service-là. Les équipements, dans un hôpital, on n'en a jamais assez.
C'est sûr que notre appareil d'écho cardiaque, je pense qu'il va devoir être rehaussé éventuellement, mais actuellement, la mode est surtout dans le mode de dépistage de l'arythmie cardiaque, parce qu'il y a des arythmies comme la fibrillation auriculaire qui peuvent donner des ACV. Puis quand on est capable de mieux la découvrir, on est capable de prévenir des ACV. Fait que je pense qu'on va probablement axer notre choix sur cette technologie-là dans les prochaines semaines, prochains mois, avec la collaboration éventuelle de la Fondation. Fait que moi, je pense que la population de la Beauce et de la région, et de chemin aussi, nous a toujours supportés de façon très assidue. Je tiens à les remercier, puis vous aussi les journalistes, parce que c'est grâce à la visibilité que vous nous donnez qu'on est capable justement de se faire connaître, puis d'avoir de la participation dans nos activités. Les gens qui participent au programme ici, moi je les vois régulièrement, puis c'est incroyable à quel point ils sont reconnaissants d'avoir un tel équipement localement pour pouvoir faire leurs exercices. Ils sont enjoués de ça, surtout ceux qui ont connu l'évolution. Ils constatent à quel point ça s'est amélioré. La prise en charge, l'encadrement, l'organisation, c'est beaucoup mieux. Ça s'est développé énormément. Alors, je tiens à féliciter l'équipe de la Fondation et du pavillon pour tout le travail qui a été fait. Puis ça me fait plaisir de collaborer encore avec la Fondation. Puis, je vais toujours être présente aussi. Je siège sur le conseil d'administration, ça me fait plaisir. Il y a une chose que je voudrais peut-être ajouter avec Daniel, c'est que si la Fondation ne serait pas là, il n'aurait pas les services qu'on a actuellement, avec les programmes qu'on a, tout ça, ça serait difficile de recruter des cardiologues. Mm-hmm. Par contre, quand Daniel veut recruter un cardiologue ou une cardiologue et qu'elle arrive avec ces avantages-là dans une région, c'est ce qu'ils veulent. Ah, c'est sûr, parce que normalement, le processus d'avoir de l'équipement, il faut que tu passes par un processus de sélection, puis il y a plusieurs départements dans un hôpital. Il faut que ça passe au ministère, c'est très complexe. Alors, quand on est la collaboration d'une fondation, bien, on est capable, nous autres, de dire la priorisation de ce qu'on a vraiment besoin, c'est quoi qu'on veut. Puis après ça, la fondation, elle, va faire des démarches avec nous autres, justement, pour qu'on puisse avoir exactement l'équipement qu'on veut. Fait que ça, c'est un atout incroyable que bien des régions n'ont pas. Fait que ça, on l'apprécie énormément. Puis je pense là-dedans, ce qui est important là, pour vous les journalistes, que la population sache que leur argent qu'ils donnent à la fondation reste en Beauce et sert pour les Beaucerons au développement justement de la cardio et des services qu'ils ont. Parce qu'il y a des fondations du cœur provinciales dont l'argent va être distribué, saupoudré un petit peu partout sur la province, mais notre fondation, elle sert pour notre population. Puis ça, c'est incroyable ce qu'on peut faire avec ça, fait que je suis très reconnaissante à la fondation pour ce qu'on peut avoir comme équipement, parce qu'on se compare à bien des centres, même universitaires, dans les équipements qu'on peut avoir, fait que je suis contente de pouvoir bénéficier de ces équipements. J'espère que vous avez aimé le reportage qu'on vous a fait sur la Fondation du Cœur Beauce-et-Chemin. Alors ça concernait seulement la campagne de financement populaire afin d'amasser 70 000 $. On espère dépasser ça, mais on espère au moins atteindre 70 000 $. La prochaine campagne va se faire au mois de septembre-octobre, à l'automne, et là, ça va s'adresser aux entreprises. Et là, ça va être la grosse campagne. 300, 400 000, je ne sais pas. Si on ramasse un demi-million, ça va être encore mieux. Alors, c'était tout pour cette semaine à ce niveau-là, au niveau des actualités régionales. Alors, au divertissement, c'est le diffuseur de spectacle, les Amants de la scène, qui désire nous annoncer le spectacle de Johan Garneau qui aura lieu le vendredi 28 août 2015 à 20h à la salle Alphonse Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches, l'auditorium. Le jeune gagnant de la voix 2, Johan, le beau Johan à la voix assez basse, propose sur son premier album des chansons autant en français qu'en anglais, provenant du grand répertoire country ou de sa plume d'auteur-compositeur. Ben oui, il a commencé à composer des chansons, ce qui semblerait être très intéressant. Son premier extrait, Baby What You Want Me to Do, fameux titre de Jimmy Reed, repris par des artistes iconiques comme The Everly Brothers ou Elvis Presley, connaît un succès monstre.
Sur scène, l'artiste au look de James Dean gratte sa guitare et chante avec une charmante désinvolture. Il y interprète non seulement les chansons extraites de son premier album, mais aussi les titres qui lui ont permis de remporter la voix et ses classiques préférés du country d'ici et d'ailleurs. Pour plus d'informations, consultez la section divertissement du site portail Studio 52 Télévision. Bonne semaine à tous.